Retour au débat de France 24, c'est donc demain l'élection présidentielle en Iran. Hassan Rouhani sera-t-il réélu comme l'ont été tous les précédents présidents iraniens depuis 1980? Il a en tout cas face à lui un challenger, Ebrahim Raisi. Les 4 autres candidats se sont eux effacés. On en parle avec à mes côtés Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne. Vous êtes professeur à l'université Paris Diderot. Également avec nous David Rigolet-Rose, chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut français d'analyse stratégique. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS. Et avec nous en direct de Téhéran, Mariam Pierzadeh, notre correspondante pour France 24. Mariam, est-ce qu'on peut parler d'une élection libre? On a du mal, vu de l'extérieur, évidemment, à mesurer exactement, selon nos critères, le caractère démocratique de cette élection. Le président sortant, on le sait, est un modéré qui n'hésite pas à critiquer les piliers du régime, mais les candidats modérés, ceux notamment issus de 2009 de la Révolution verte, enfin en tout cas du mouvement vert, sont en résidence surveillée et les médias n'ont pas le droit de mentionner le président réformateur Mohamed Khatami. Oui, alors effectivement, ce n'est pas les mêmes critères. Il faut savoir que déjà, à la base, il y avait plus de 1600 candidatures. Finalement, il n'y en a plus que 6 qui ont été validées par le Conseil des gardiens, que des hommes, aucune femme. Et effectivement, ces 6 candidats, il y en a 2 qui se sont retirés. D'abord, le vice-président Jahangiri, qui s'est retiré au profit d'Hassan Rouhani, et puis le maire de Téhéran, Mohammad Bagher Khalibaf, qui s'est aussi retiré, lui, au profit d'Ebrahim Raisi. Il va y avoir, en fait, ce qui va déterminer ce caractère, vraiment le caractère de cette élection, ça va être la participation. Le guide suprême l'a rappelé à plusieurs reprises. La participation est importante pour montrer que la nation est forte. Et il a fait une mise en garde qui est assez intéressante hier sur son site internet. Il a mis en garde contre d'éventuelles fraudes. Il a demandé à ceux qui vont diriger les institutions qui vont contrôler cette élection de respecter le vote du peuple. De respecter le vote du peuple. On l'entendait à l'instant, Azadeh Kian, vous, comment est-ce que vous voyez les choses vues de l'extérieur, cette élection iranienne? Vous nous disiez tout à l'heure, les Iraniens sont, semble-t-il, motivés, en tout cas ils sont impliqués dans cette élection. Il y a vraiment l'idée que demain, le vote va se traduire en actes? Écoutez, oui, de toute façon, pour certains des électeurs de Rouhani, il s'agit d'éviter le pire, c'est-à-dire pour eux, l'élection de M. Raisi, mais en même temps, essayer de renforcer le discours de M. Rouhani pendant la campagne électorale. Parce que ce qu'on a vu, Rouhani qu'on a vu pendant la campagne électorale, pendant les débats, il n'est plus le même Rouhani qu'on a connu en 2013, qui était un Rouhani très modéré, très respectueux des institutions dirigées par le guide ou sous l'influence du guide. En tout cas, ce qu'on a vu là pendant les débats, c'était que Rouhani a attaqué de front les 3 principales institutions sous le contrôle du guide, que sont les gardiens de la Révolution, les fondations et le judiciaire, dont fait partie d'ailleurs monsieur Raisi. Et donc, de ce fait, il a défendu l'égalité entre les hommes et les femmes, il a défendu les libertés d'expression et de presse, etc. Donc, et culturelles. Donc, les électeurs iraniens, les électeurs, encore une fois, de M. Rouhani en 2013, ont vu effectivement quelqu'un qui est visiblement déterminé à continuer non seulement des réformes économiques, mais aussi ces réformes sociales, politiques et culturelles en ce qui concerne l'ouverture de l'Iran aussi vers le monde. Par exemple, l'industrie de tourisme est vraiment a fait progresser, a progressé sur Rouhani, puisque le nombre des touristes européens qui se rendent en Iran a été multiplié par 10, ne serait-ce que ces 2 dernières années. Et si ça continue, l'industrie du tourisme peut aussi être un créateur d'emplois pour le pays. Donc les Iraniens sont très politisés, ont très bien suivi les débats et savent faire la différence entre quelqu'un qui essaye de mettre de l'ordre, si vous voulez, dans l'économie du pays et malgré les entraves qu'est Rouhani, et quelqu'un qui, comme ça a été dit, fait des promesses mais sans dire comment il va financer toutes ces promesses-là. Donc voilà, on en est là, et il me semble qu'effectivement, il y a une forte mobilisation en faveur de ce candidat modéré qui, effectivement, se dit absolument déterminé. L'ouverture de l'Iran vers le monde, on en parle justement. Comment cette élection est-elle vue du côté des États-Unis? Réponse avec ce reportage.
Il y a une toile d'araignée. Personne ne l'a ouverte depuis longtemps. Des portes fermées depuis près de 40 ans. L'ambassade iranienne aux États-Unis n'a plus jamais rouvert depuis la révolution islamique. Condamnée par la rupture des relations diplomatiques entre Washington et Téhéran. Ces carrelages sont iraniens, tout comme l'architecture du bâtiment. Negar Mortazavi est née à Téhéran, mais elle habite et vote aux États-Unis. Elle est convaincue que sa voix comptera. Pour les Iraniens de l'étranger, l'accord sur le nucléaire et les négociations ont été perçus comme des illustrations de la direction que prend le pays quand vous votez pour un parti et non un autre. Si vous voulez changer le système, il faut le faire par l'intérieur. Ça marche et c'est prouvé par l'expérience. Elle a milité contre le président Ahmadinejad. Elle soutient Hassan Rouhani qui a la réputation d'être un modéré. Tout comme leurs compatriotes en Iran, les jeunes de l'étranger, les Américains par exemple, votent généralement pour les candidats les plus modérés. Quand ils votent pour Rouhani, ils le font sur la base de quelques thèmes clés tels que le nucléaire. Certains Irano-Américains se sont opposés à l'accord sur le nucléaire et ont décidé de ne pas voter. Je ne voterai pas dans ces élections parce que mon bulletin ne servira à rien. C'est une mascarade et je refuse de leur servir de marionnette. Anna et d'autres membres de la diaspora ont décidé de s'engager pour le futur de leur pays d'origine. Ils ont rédigé une nouvelle constitution pour l'Iran qu'ils sont venus présenter au Congrès. En revanche, tant que le régime des mollahs restera en place, ils affirment qu'ils ne voteront pas. David Rigoulet-Rose, ça c'est la vision côté américain. On verra d'ailleurs comment c'est vu aussi par l'administration américaine. Mais cet accord historique de juillet 2015, il a été suivi des faits concrètement en Iran. Ça va jouer demain dans le vote des Iraniens? Ça joue déjà d'une certaine manière, parce que ça a permis à l'Iran de revenir dans le giron de la communauté internationale, alors que c'était jusque-là un État paria. Donc c'est quand même la reconnaissance d'un retour à une forme de normalité qui était évidemment souhaitée par l'immense majorité des Iraniens. Donc même si tout n'est pas réglé, on peut remarquer quand même que l'accord est respecté à la lettre, à défaut de l'esprit, puisque c'est l'administration qui conteste l'esprit de l'accord. Mais en tout cas, au niveau à la lettre, l'accord est respecté par l'ensemble des parties. Et donc, de ce point de vue-là, oui, c'est un succès. De ce point de vue-là, c'est un succès. Les Iraniens, ils sont attachés, Karim Pakzad? Oui, évidemment. Il y a d'abord la société iranienne qui est très attachée. Elle voulait cet accord. Et Rouhani, en s'appuyant vraiment sur la société, on peut dire sur les Iraniennes, pour mener à bien les négociations sur le nucléaire, mais d'autre part, l'ensemble de la classe politique iranienne, y compris les conservateurs, y compris M. Raïssi, ils ne rejettent pas l'accord sur le nucléaire. Évidemment, ils utilisent contre Rouhani pour dire que vous avez fait trop de concessions et au retour, vous n'avez pas obtenu grand-chose. Mais le principe même de cet accord n'est pas mis en cause. Mariam Pierzadeh, on n'envisage pas aujourd'hui en Iran, aussi bien au niveau de la population que du personnel politique, de remettre en cause demain cet accord sur le nucléaire? Non, pas du tout. Justement, il en était question pendant les débats. Tous les candidats, donc à l'époque, ils étaient 6. Donc, il y avait les 2 candidats, Hassan Rouhani et Jahangiri, qui ont signé cet accord. Les 4 autres l'ont tous dit. On ne reviendra pas sur cet accord. Il a été signé par toute l'instance dirigeante du pays, dont surtout le guide suprême, qui, je le rappelle, a eu la main sur cet accord historique. Car Hassan Rouhani, il ne faut pas oublier, juste pour remettre dans le contexte, cet accord, il a vraiment divisé la classe politique iranienne. Il y a eu des débats extrêmement houleux au Parlement lorsque cet accord a été signé. Hassan Rouhani a été attaqué. Son ministre des Affaires étrangères, Zarif, a également été attaqué. Là, Hassan Rouhani en a beaucoup parlé dans ses meetings en indiquant qu'ils avaient reçu des coups de fil anonymes alors qu'ils allaient signer cet accord. Donc il n'est pas question de le remettre en cause. Par contre, effectivement, les 4 candidats, dont Ebrahim Raïssi, ont critiqué le manque de retombées économiques de cet accord en disant que cet accord avait été signé avec les Américains et que finalement, on voyait bien qu'il ne fallait pas leur faire confiance. J'ai parlé avec quelques partisans d'Ebrahim Raïssi lors d'un de ces meetings et ils me disaient mais pourquoi on a signé cet accord alors que on peut nous-mêmes créer des automobiles
automobile. Pourquoi nous donnons cette industrie automobile à des Français comme à Peugeot? Et en fait, ils regrettent un petit peu cette période d'isolement lorsque l'Iran était complètement en autarcie et sous sanctions était obligé de produire par elle-même. Donc c'est aussi à ça qu'on voit à quel point aussi cet accord il a divisé la société et ça va être un enjeu pour cette élection demain. Oui, je vois pas mal de réactions là sur ce plateau. C'est effectivement votre avis aussi à vous, Azadekian. Il y a une méfiance finalement aujourd'hui de ce que l'ouverture peut aussi provoquer. Ça dépend pour qui. Non, les entrepreneurs privés iraniens souhaitent l'arrivée des capitaux étrangers et souhaitent pouvoir aussi commercer, si vous voulez, avec le monde, parce que pour le moment, l'Iran a un le secteur privé iranien a été vraiment frappé par des sanctions internationales et aujourd'hui états-uniennes. Après, Rouhani l'a dit et il a raison, l'Iran manque de capitaux et donc il faut absolument que les investisseurs étrangers, en particulier européens, puissent y investir afin aussi de créer de l'emploi, de renouveler, de moderniser les infrastructures aujourd'hui désuètes en Iran. Donc là, pour des pans entiers des classes moyennes qui constituent la majorité de la force active de l'Iran, ces investissements sont absolument nécessaires. Si pendant les sanctions, l'Iran était si bien, comment se fait-il qu'il y a autant de jeunes, par exemple, au chômage? Donc non, ça c'est vraiment un discours, encore une fois, populiste, mais qui est en train, en revanche, parler donc finalement de quelque chose qui est très important pour les Iraniens, c'est-à-dire l'indépendance de leur pays. Donc il ne s'agit pas de se laisser guider par les puissances étrangères. Ça, aucun Iranien ne l'acceptera pas. Karim Pakzad, c'est juste de la fierté nationale ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui la peur, la menace de voir des pans entiers de l'économie passer sous pavillon étranger ou tout simplement l'Iran devenir une société de consommateurs et non plus de producteurs? En fait, il y a deux opinions assez distinctes par rapport à toutes ces questions-là. Tout à l'heure, j'ai dit que les conservateurs critiquent les retombées économiques parce qu'on n'a pas obtenu grand-chose. En fait, sur le plan aussi bien politique que sur le plan économique, schématiquement, on peut diviser l'Iran en deux. Il y a d'abord ceux qui soutiennent aujourd'hui une force très hétérogène qui va des opposants au régime islamique, jusqu'à les réformateurs et même des conservateurs modérés qui soutiennent Rouhani. Mais ils soutiennent quoi en Rouhani? Le mot d'ordre électoral de Rouhani se constitue de trois choses. La liberté, la sécurité, qui est directement lié à l'accord sur le nucléaire, parce que lui-même, il dit qu'on a négocié, on a obtenu ce succès au moment même où l'Iran était menacé par une intervention étrangère. C'est clair et net, il a d'une manière tout à fait publique à déclarer. Et troisièmement, le progrès. Donc, et au contraire, en face, puisque une partie importante de l'économie iranienne est gérée par les Pasdaran, par les institutions religieuses, qui sont tous aux mains des conservateurs, ils sont tout à fait opposés à cette ouverture, car on a vu que pendant l'époque des sanctions, en fait, bénéficier de toutes les retombées économiques des sanctions. C'est la raison pour laquelle, même si la population iranienne est très attachée à cet accord, mais quand même, cette critique des conservateurs sur les retombées économiques a quand même une certaine prise parmi une couche de population qu'on les appelle en Iran les déshérités. La population attachée à cet accord, David Rigouleiros, vous disiez tout à l'heure, on en respecte scrupuleusement la lettre, pas forcément l'esprit, en tout cas c'est l'accusation côté américain. Il y a quand même ces essais de missiles balistiques, alors ça ne contrevient pas à l'accord, est-ce que ça pose pas un problème? Alors justement, d'ailleurs, les Américains viennent de donner des nouvelles sanctions cette semaine sur le balistique. Oui, tout en prolongeant la levée des sanctions concernant la partie propre au programme nucléaire. Parce que ce sont deux choses totalement différentes.
Depuis le début, d'ailleurs, les choses sont assez claires. On va respecter l'accord tel qu'il a été signé, et notamment, il y a une levée des sanctions. Quand on dit sanctions, d'ailleurs, ce n'est pas toutes les sanctions unilatérales américaines, hein, c'est les sanctions onusiennes, etc., qui permettent effectivement un retour de l'Iran. Pour autant, il y a le maintien d'une pression assez nette et assez forte sur le volet militaire, justement. Alors, chacun prend conscience du fait que ça ne rentre pas dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, même si, évidemment, le balistique est un enjeu qui n'est pas neutre par rapport même à la question nucléaire. En tout cas, là, en ce qui concerne ces sanctions sur le missile balistique, elles ont été renforcées. C'est un levier de pression pour l'Iran, ces tests, ou est-ce qu'elle en a vraiment besoin pour j'allais dire, sa stratégie militaire immédiate? C'est quand même très lié à la posture des Pasdaran, hein, qui veulent marquer le côté, l'indépendance, la fierté de l'indépendance iranienne, le fait de pouvoir avoir son propre outil militaire qui ne dépende de personne. Et là, on retrouve d'ailleurs la césure que vous évoquiez tout à l'heure sur l'ouverture et la fermeture, qui était dans le débat français présidentiel. Puisque le candidat Raisi évoque le Khod Kafaï, c'est-à-dire l'autarcie, c'est l'illusion de l'autarcie de manière générale. Et la position de Rouhani, c'est justement de proposer l'ouverture par rapport à ça. Et là, on retrouve ce côté binaire qui est assez marqué et dont l'électorat en est la transcription, puisque les déshérités sont plutôt sur l'idée d'une fermeture par rapport à une ouverture. Mariam Pierzadeh, du côté de Washington, on dit étudier une stratégie générale vis-à-vis de Téhéran, ce qui semble vouloir dire que l'accord sur le nucléaire n'est pas acquis indéfiniment. Donald Trump, lui, sera dimanche à Riyad pour évoquer notamment un nouveau partenariat entre Washington et les pays du Golfe dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Et il sera évidemment question du rôle de l'Iran, qui n'a d'ailleurs pas été convié à ce sommet. Est-ce qu'on se méfie du côté de Téhéran, de ce qui est en train de se passer du côté de Washington et possiblement entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite? Non, pas beaucoup. D'ailleurs, vous parliez des sanctions à l'instant. Les sanctions ont été assez peu commentées ici. Finalement, les Iraniens sont habitués à ce phénomène. Un jour, un sociologue m'a dit, vous savez, les Iraniens, depuis plus de 38 ans, ils se lèvent en se disant peut-être qu'aujourd'hui, il y aura une guerre, peut-être qu'aujourd'hui, ils décideront de nouvelles sanctions. Donc, effectivement, ils ont l'habitude de ça. Donald Trump, de toute façon, évidemment, et c'est en ça aussi que cette élection va être importante, c'est la première élection après Donald Trump. Donc on va voir effectivement ce qui va se passer, mais Donald Trump est critiqué ici assez par le camp conservateur. Finalement, le camp réformateur est assez silencieux sur cela. Non, les Iraniens sont en train de mettre en place une diplomatie dans la région, on l'a vu avec le dossier syrien, on le voit au Yémen. Donc effectivement, il n'y a pas de menace qui est vue avec cette visite de Donald Trump à Riyad. En tout cas, elle est très peu commentée. Il faut se dire que les discussions sont très concentrées sur l'élection depuis déjà 2 semaines. Azadekian, aujourd'hui, est-ce que l'Iran est en train de réévaluer son rôle? On le sait, il y a cette opposition avec l'Arabie Saoudite, cette guerre par procuration au Yémen. Est-ce que ça pourrait évoluer à l'avenir? Il y a déjà eu au sein de l'OPEP l'arrivée de l'Iran et une certaine forme de rapprochement, ne serait-ce que pour les besoins de ces différents pays producteurs de pétrole. Il ne faut pas oublier que depuis maintenant au moins 2 ans, M. Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, et M. Rouhani ont fait des pas vers l'Arabie Saoudite après cet incident malheureux d'attaque des nervis iraniens contre l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Ils ont demandé des excuses qui n'ont pas été acceptées par l'establishment saoudien. Il ne faut pas oublier qu'avoir un ennemi aussi grand et important que l'Iran dans la région va dans l'intérêt de l'establishment saoudien compte tenu des conflits internes dans ce royaume d'une part. D'autre part, néanmoins, on constate que les Iraniens, malgré tout, ont eu des acquis. Alors ça a été dit concernant le quota sur la production du pétrole. L'Iran a obtenu finalement à ne pas baisser sa production puisque sous sanction pendant beaucoup d'années, donc ils ont besoin de produire davantage. En Syrie, on constate que voilà, finalement, la partie iranienne a été reconnue, participe à des pourparlers, etc. Et les dirigeants iraniens
tente de proposer des solutions, disons, diplomatiques. Et en ce qui concerne l'Irak, les Iraniens sont bien installés. Reste effectivement le Yémen, là où ce sont l'armée saoudienne et émirati, etc., qui sont impliqués. Ce n'est pas l'armée iranienne, mais on constate qu'au fond, cette coalition arabe, si ce n'est que bombarder la population civile tous les jours de Yémen. Donc là, on ne peut pas dire que c'est la faute de l'Iran, mais l'Iran est un acteur principal et l'un des acteurs principaux, je dirais, des conflits régionaux. Et donc, tant que l'Arabie saoudite et l'Iran ne s'entendent pas, on peut s'attendre à ce que ces conflits continuent. D'où l'importance pour les États-Unis et pour l'Europe, en tant que puissance mondiale, de faire quelque chose afin que ces deux puissances régionales puissent se parler et s'entendre. Karim Pakzad. Oui, je veux dire qu'effectivement, cette rivalité irano-saoudienne dans la région, aujourd'hui, depuis quelques années, c'est un élément important, vraiment important de l'instabilité dans la région. Tout ce qui s'est passé en Irak depuis l'invasion américaine en 2003, pardonnez-moi, d'aujourd'hui, c'est dû au mécontentement de l'Arabie saoudite de voir les chiites prendre le pouvoir dans un pays arabe comme l'Irak, ensuite la question du Liban, la Syrie, etc. Mais il y a une chose on peut constater dans la diplomatie mondiale, c'est qu'en réalité, l'Arabie saoudite, dans cette rivalité, est assez isolée. Évidemment, l'Arabie saoudite a des moyens, notamment de l'argent, qui achète par-ci, par-là, des petits pays arabes comme Djibouti, Soudan, etc., ou des généraux pakistanais, etc., pour se renforcer, etc. Mais en réalité, aussi bien dans le monde musulman, notamment en Europe. Je rajoute un petit, petit point que l'élection présidentielle française sur ce point-là est très importante parce que le président Macron avait pris des positions extrêmement claires sur cette affaire qui va dans le sens d'un certain apaisement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Merci beaucoup Karim Pakzad, merci également à David Rigoulet-Rose, à Mariam Pierzadeh qui était avec nous en direct de Téhéran et à Zadekian à mes côtés. Restez avec nous. Tout de suite, un œil sur les médias. L'actualité vue du net, c'est un œil sur les médias avec vous, Laure Manin. Bonjour, les réseaux sociaux s'intéressent à l'élection présidentielle en Iran. Oui, les réseaux sociaux qui sont extrêmement importants pour cette élection. Le Deutsche Welle, beaucoup d'articles sont consacrés à cette question. Deutsche Welle explique qu'en Iran, les médias sont contrôlés par le régime ou strictement surveillés et par conséquent, les réseaux sociaux sont le véritable espace de liberté. Plus de 50% des 80 millions d'Iraniens sont connectés à Internet et ils sont actifs. Et les réseaux sociaux sont d'autant plus importants qu'ils font remonter un certain nombre de frustrations et de demandes de la société civile. Par exemple, souligne le journal, les droits des femmes sont tellement présents sur cette question qu'ils sont obligés, les candidats désormais, d'écouter ces questions et de les répercuter dans leur programme ou leur meeting, d'évoquer ces questions qui passaient totalement inaperçues jusqu'à présent. L'Orient le jour évoque également cette bataille politique sur les réseaux sociaux qui s'imposent, et titre Le Quotidien. Avant, les réseaux sociaux, c'était surtout par les réformateurs que c'était utilisé. Désormais, les conservateurs s'y mettent aussi, et ce, malgré que Twitter, Facebook, YouTube notamment, soient toujours officiellement interdits. Mais les Iraniens sont extrêmement créatifs. Il y a des logiciels, des VPN qui permettent de contourner les interdictions. Telegram, l'application Telegram a gagné 25 millions d'utilisateurs en 2 ans dans le pays. C'est énorme. Et Khalibaf et Raisi ne sont pas les derniers à s'en servir, à savoir aussi qu'en 2009 et 2013, c'était donc les réformateurs qui avaient la main sur les réseaux sociaux, mais depuis 2016, les conservateurs s'y sont mis aussi. Puis nos confrères de RFI s'intéressent également à cette campagne débridée sur un Internet contrôlé. Rouhani explique quand même, nos confrères de RFI prônent l'ouverture d'un Internet iranien. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'en 2014, WhatsApp n'a pas été interdit par le comité de filtrage. En 2016,
c'est Telegram qui n'a pas non plus été interdit grâce à lui, mais il y a de nombreux contrôles et également des ratés à cause de la multiplication des organes qui malgré tout continuent à avoir l'œil sur les réseaux sociaux, avec notamment cette petite perle, c'est le Conseil suprême du cyberespace. Moi je trouve ça assez cocasse comme appellation. Alors vous voyez sur Internet, Rouhani se vante, comme le rappelle cet internaute, d'avoir permis le développement d'Internet. C'est grâce à moi aujourd'hui que mes opposants peuvent l'utiliser. Si je n'avais pas été là, ils n'auraient pas pu s'en servir pour leur campagne. Hassan Rouhani, qui est présent sur Internet avec son compte Twitter, pas très actif, vous noterez, dernière publication, c'était le 7 avril. En revanche, il y en a un qui est très actif et qu'on ne s'attendait pas à trouver sur Twitter. Et là non plus, c'est le guide suprême Ali Khamenei qui tweet, notamment en anglais, mais également, c'est plus surprenant, en français, et qui fait l'actualité sur pendant la campagne électorale. Merci beaucoup, Laure. Voilà, c'était un œil sur les médias. Merci à nouveau à nos invités. Restez avec nous. À suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.